Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 valeurs fondatrices du couple. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais sincèrement vous remercier pour le nombre de vues de la précédente qui parlait des 5 besoins primordiaux du couple. Ça m'encourage vraiment pour la suite de ce programme-là. Je vois que vous y trouvez un intérêt, j'espère aussi que vous y trouvez des réponses. Et puis, voilà, ça fait sens à ce que j'avais envie d'apporter en matière dans ces fondamentaux du couple. Alors, 5 valeurs fondatrices du couple. De quoi parle-t-on ? On parle, vous voyez, des fondements relationnels et émotionnels du couple qui ne sont pas issus d'un état de faire, c'est-à-dire on ne les décide pas, mais plutôt d'un état d'être, c'est-à-dire ils sont là, avec plus ou moins d'intensité, avec plus ou moins de partage au sein de la relation de couple, mais ils ne sont pas issus d'intentions particulières. Bien sûr, dans une de ces valeurs-là, on va nommer le sentiment amoureux, le cœur. Ce sentiment amoureux, il est là dès le départ, on ne le décide pas, il est partagé entre les conjoints, avec pour chacun d'eux peut-être plus ou moins d'intensité, et puis ce sentiment amoureux va évoluer au cours du cycle de vie du couple, et parfois avec beaucoup plus d'intensité, et puis parfois au fil des incompréhensions, des disputes parfois, et aussi des dysfonctionnements ou des épreuves du couple, eh bien ce sentiment amoureux peut se diluer ou va se diluer dans le temps. Dans ces valeurs fondatrices, on va trouver la compatibilité des personnalités. Vous voyez, on ne décide pas d'être compatible avec quelqu'un, on l'est ou on ne l'est pas. Et l'idée derrière, c'est que derrière cette compatibilité, bien sûr, on va essayer de s'ajuster pour le bon de la relation, mais en même temps, on ne va pas pouvoir aller trop loin. Et donc, un des facteurs, j'y reviendrai juste après, un des facteurs des couples heureux, c'est justement quand cette compatibilité existe vraiment au sein du couple, sans que ce soit pour l'un des conjoints quelque chose qui doit transformer sa personnalité. Il y a aussi d'autres valeurs, comme celui du sentiment de connexion, comment je me sens avec l'autre, quand nous sommes ensemble, mais aussi quand nous sommes à distance. Et puis aussi la complicité. Vous voyez, la complicité, ça ne se décide pas. Ça se partage, ça se cultive, certes, mais c'est là où ce n'est pas là. Enfin, il y a la confiance. Et là, je reviendrai sur le sujet, bien sûr, juste après. La confiance est un thème extrêmement important au sein du couple. On ne peut pas se projeter dans une relation quelle qu'elle soit si on ne vit pas dans cette relation un sentiment de confiance qui nous met en sécurité. Voilà, je pense avoir tout dit en matière de présentation. Je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la notification. Mais n'attendons pas, rentrons dans le cœur du sujet. Alors, c'est quoi ces 5 valeurs fondatrices du couple ? Pour commencer, nommons les 5 valeurs fondatrices du couple. Il y a donc le cœur, la compatibilité, la complicité, la connexion et la confiance. Entrons dans le détail de chacune de ces valeurs. Le cœur de la relation de couple est ce sentiment amoureux et réciproque qui lie les partenaires et constitue l'énergie vitale de leur union. C'est lui qui, au début de la relation, génère passion, attirance et complicité. Ce sentiment, souvent spontané et intense dans les premiers temps, agit comme un moteur qui pousse les deux partenaires à s'investir dans leur relation, dans le désir de fonder un couple. Avec le temps et l'évolution naturelle de la vie du couple, ce sentiment amoureux n'est jamais statique. Il se transforme parfois en profondeur. Composé d'attractions physiques et psychiques, d'attirance mutuelle, le cœur soit s'auto-alimente et se nourrit des interactions quotidiennes, des gestes tendres et des moments partagés, ou peut au contraire se diluer face aux épreuves, aux incompréhensions ou à la routine. Mais il a aussi la capacité de se régénérer grâce à la communication, grâce au renouvellement des attentions et de l'engagement mutuel. Ainsi, le cœur n'est jamais statique.
Il est dynamique et adaptable, reflétant la croissance et la profondeur de la relation amoureuse tout au long du cycle de vie du couple. Il est donc crucial d'avoir conscience de cette dynamique dès le début de la relation. Pour entretenir cette énergie vitale, il est important d'adopter une approche active de l'amour, basée sur l'écoute, l'empathie et le désir constant de nourrir le lien affectif. En étant attentifs aux besoins et aux attentes de l'autre, les partenaires peuvent transformer les défis en opportunités pour grandir ensemble, tout en maintenant une relation enrichissante et épanouissante. Voici 3 questions que les couples peuvent se poser ensemble pour nourrir leur réflexion sur le cœur, c'est-à-dire le sentiment amoureux dans leur relation. Quel moment récent ont ravivé ou renforcé notre amour ? Quels sont les aspects de notre amour qui nous manquent et que nous aimerions retrouver ensemble ? Comment pouvons-nous nous assurer de ne jamais laisser la routine affaiblir notre lien ? Bien, j'avais à cœur justement de vous proposer une réflexion par rapport à ce thème-là. On est sur le thème du sentiment amoureux, on est sur le thème de l'attachement. Et vous voyez, ça c'est mon expérience d'accompagnant qui parle, j'ai pu constater au sein du cabinet qu'il y avait 2 grandes polarités. Il y avait, en matière de couple bien sûr, il y a les couples qui viennent me consulter sous l'impulsion de la femme, et en général je vois l'homme venir un petit peu à reculons. Et puis, il y a les couples qui viennent consulter par l'impulsion de l'homme, et là, je vois la femme plutôt être détachée. Et vous voyez, ce sont 2 choses bien différentes. Face à l'attachement, nous ne sommes pas égaux. La femme vit, j'ai l'impression, de son attachement avec beaucoup plus de conscience que l'homme. L'homme peut être très attaché à sa femme, mais pris par son ego, pris par ses préoccupations peut-être professionnelles, il a tendance parfois à l'oublier. Et ce qui est important dans mes propos, c'est de bien voir que quand la femme est détachée émotionnellement de son conjoint, il lui est extrêmement compliqué, il lui est extrêmement difficile de renouer avec cet attachement. Et dans le cabinet, j'entends des propos à ce moment-là du style « mais ça fait 100 fois, 1000 fois que je te dis que je suis malheureuse ou que je te dis que je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas suffisamment entendu, et tu ne m'écoutes pas. Et maintenant que je suis détaché de toi, tu voudrais reconstruire notre relation et tu me fais 1000 promesses, mais ça ne marche pas comme ça. » Donc, messieurs, je vous invite vraiment à être très vigilants sur le sujet. N'attendez pas, je dirais, d'être au bout du bout pour essayer de résoudre vos problèmes au sein de votre couple. Travaillez-les ensemble, bien sûr, en priorité, ou allez vous faire aider par un thérapeute de couple, parce que de toute manière, c'est important, enfin, il n'y a pas de toute manière, mais ayez conscience que si votre femme se détache de la relation, se détache de vous, elle aura extrêmement de mal à revenir vers vous. Elle pourra peut-être rester pour des raisons autres qui sont par exemple les enfants, mais finalement c'est un pari perdant. Parlons maintenant de la compatibilité. Vous voyez, en couple, on a besoin d'être accepté tel que l'on est, tout en ayant l'intention de s'ajuster pour l'autre dans l'objectif d'amener du bon à la relation. Il y a ici un paradoxe. La capacité de la nature humaine à changer est limitée. On ne peut se changer soi-même, même par amour. Un des facteurs communs au couple heureux, d'ailleurs, est quand ces ajustements ne sont pas perçus comme des efforts, parce qu'ils coïncident globalement avec la personnalité des conjoints. En ce sens, cette compatibilité est donc non intentionnelle, mais plutôt un état de fait. L'ajustement mutuel dans un couple doit émaner d'un élan de réciprocité, et non d'un effort contraint. Lorsque l'adaptation découle d'un véritable désir de contribuer à l'harmonie de la relation, elle est ressentie comme une extension naturelle de soi, et non comme une concession pesante. En revanche, si l'un des partenaires ressent que l'ajustement qu'on lui demande ou qu'il ressent comme nécessaire va à l'encontre de sa personnalité profonde, il risque de développer une forme de résistance, qu'elle soit active ou passive d'ailleurs, ou pire, avoir l'impression de se soumettre. Ainsi, la personne pourra s'adapter en surface mais au prix de frustrations internes et de non-dits.
D'ailleurs, dans mon expérience d'accompagnant, ces frustrations sont souvent non exprimées au départ, puis finissent par émerger au fil du temps sous forme de colère, de retrait relationnel, de crises qui nuisent peu à peu à la santé émotionnelle du couple. Une règle importante à retenir, et vous pouvez l'écrire, il n'y a pas d'efforts durables qui tiennent dans le temps. La compatibilité entre les partenaires repose donc sur un alignement spontané et naturel des individualités sur le plan socio-culturel, éducatif et émotionnel. Compatibilité qui permet aux ajustements de s'intégrer sans effort démesuré, mais au contraire sous l'impulsion de l'élan. Entendons-nous bien, cela ne signifie pas qu'il y ait jamais de compromis, mais ces compromis doivent être faits en accord avec la personnalité de chacun, sans demander à l'autre de devenir quelqu'un qu'il n'est pas. La compatibilité des personnalités est l'un des piliers fondamentaux du couple. Et pour terminer sur cette valeur, il est important aussi d'avoir à l'esprit que la compatibilité n'est pas un concept figé. Tout couple traverse des phases de changement et d'évolution, qu'elles soient dues à la croissance personnelle des conjoints ou à des défis extérieurs, de nouvelles expériences de vie. Il est donc primordial que cette compatibilité puisse s'adapter aux évolutions de chacun. Et cela demande de la communication, de la concertation et du respect. Voici 3 questions que les couples peuvent partager ensemble sur ce thème enrichir leur compatibilité. Quels ajustements avons-nous fait l'un pour l'autre qui semblent naturels et faciles, et pourquoi ? Y a-t-il des aspects de nos personnalités ou de nos habitudes qui créent des tensions ? Et comment pouvons-nous les aborder sans que cela devienne une source de frustration ou d'opposition ? Comment pouvons-nous continuer à nous ajuster, à évoluer ensemble tout en respectant nos besoins et nos identités individuelles ? C'est un chouette thème, ce thème de la compatibilité. Alors, bien sûr, moi en cabinet, je reçois plutôt des couples qui ont du mal à fonctionner ensemble. Mais il est vrai que bien souvent, je vois que ces dysfonctionnements sont liés au fait qu'il y a un vrai problème de compatibilité, soit émotionnelle, soit relationnelle, sur notre façon de voir les choses ou d'avancer ensemble. Et donc c'est extrêmement important, quand on est en couple, de toujours avoir la possibilité de mesurer ça. C'est-à-dire de faire des points de rendez-vous avec son conjoint en disant « Mais où tu en es, toi ? Comment tu te sens dans notre relation ?» S'intéresser sur ce que pense l'autre et de ne pas essayer d'imposer sa propre vision. Parce que, vous voyez, c'est toujours pareil. Soit ces différences, on va les vivre comme des forces qui s'additionnent, et là, on va se sentir tiré par la relation, et on va d'une certaine manière, on va se sentir grandi par elle, ou au contraire, ces forces, on va les voir comme des choses antinomiques, et puis à ce moment-là, c'est tout le contraire qui va arriver, et on va vivre de la tension, on va vivre des frustrations, on va vivre de la colère, on va vivre de la revendication. Et puis, c'est important aussi que je puisse vous le dire, restez vous-même au sein de la relation. Restez vous-même tout en ayant l'intention d'apporter du bon dans la relation. C'est-à-dire qu'on ne se transforme pas pour l'autre. On ne se transforme pas dans le devoir, dans le « il faut », mais on peut changer des choses par l'élan, par le cœur, en se disant « ouais, j'ai envie de t'apporter ça dans la relation parce que je t'aime et que ça me fait plaisir de pouvoir t'offrir ça ». Donc restez bien dans cette vibration de l'élan du cœur, restez bien dans cette vibration de « j'ai envie de te rendre la vie plus simple, plus facile ». Et n'essayez pas, par contre, de vous transformer complètement pour l'autre, parce que de toute manière, ça ne tiendra pas dans la durée. La complicité s'installe dans le couple de manière spontanée et involontaire. Elle n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou créer délibérément. Elle naît naturellement de la qualité de la relation et de l'alchimie entre les partenaires. La complicité est un langage subtil, une compréhension implicite qui se manifeste souvent sans avoir besoin de mots. Ce sont ces petits regards échangés, ces gestes familiers ou ces blagues privées qui traduisent une véritable connexion entre les partenaires. Elle prend notamment racine dans les rituels, dans les expériences partagées, mais aussi dans la capacité à se détendre et à s'amuser ensemble.
Cette complicité agit comme une colle émotionnelle qui renforce la relation. Elle permet aux partenaires de se sentir en emphase l'un avec l'autre, créant une intimité profonde qui va au-delà de la simple communication verbale. Tout comme la valeur du cœur, la complicité va se développer en deux tendances, soit se renforcer au fil du temps, à mesure que les conjoints apprennent à se connaître en profondeur, à vivre des expériences en commun, à se soutenir mutuellement, à se valoriser. Soit au contraire, s'étioler au fil du temps au rythme des incompréhensions, des frustrations, des non-dits, des manques de communication ou d'affection. Dans ces moments-là, la complicité peut être mise à l'épreuve. Chaque silence, chaque malentendu peut créer un fossé entre les partenaires. Pour que la complicité continue à s'épanouir, il est essentiel que les partenaires cultivent régulièrement des moments de connexion. Voici 3 questions que les couples peuvent partager pour explorer le thème de la complicité. Quel moment de complicité avons-nous récemment partagé? Et qu'est-ce qui a rendu ce moment spécial? Y a-t-il des situations où nous perdons cette complicité, où nous avons l'impression de moins nous comprendre? Comment pourrions-nous créer plus d'occasions de rire, de partage, de plaisir simple, ou tout simplement nous détendre ensemble? La complicité, c'est quelque chose de très agréable à vivre en couple. Se comprendre sans nécessairement dire des choses, avoir à certains instants les mêmes réactions, les mêmes pensées qui arrivent, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'unisson là. Et bien sûr, ça ne peut pas être là, être présent en début de la relation, parce qu'il y a besoin de temps, il faut qu'on se connaisse davantage, il faut qu'on ait des expériences en commun, qu'on puisse vivre les mêmes émotions pour pouvoir faire en sorte que justement cette complicité puisse s'installer entre nous. Et moi, quand je reçois des couples au sein du cabinet, souvent j'essaie de mesurer ça. Et c'est assez intéressant de regarder, par exemple, comment les conjoints se sont placés l'un par rapport à l'autre. Est-ce qu'ils ont la même attitude? Est-ce qu'ils sourient aux mêmes choses? Est-ce que lorsqu'il y en a un qui bouge dans un sens, l'autre fait pareil? Il y a tout un jeu de neurones miroirs là qui est présent. Et c'est assez intéressant de pouvoir mesurer ça parce que finalement, quand c'est là, moi je sais que derrière la relation, même s'il traverse des difficultés, il y a vraiment du lien là, c'est solide. Et je sais que cette complicité sera autant de ressources, autant de force que le couple pourra utiliser pour justement dépasser ces difficultés. Abordons maintenant le thème de la connexion. La connexion à l'autre est un sentiment subtil qui s'inscrit au-delà de la complicité. Elle se distingue par cette impression de présence de l'autre, qui peut perdurer même lorsqu'il n'est pas physiquement là. Ce lien, vous voyez, est à la fois spirituel et amoureux. Il est difficile clairement de l'exprimer, tant il appartient davantage à l'intangible qu'au domaine rationnel. Il s'agit d'une forme de proximité qui dépasse les échanges quotidiens pour toucher une dimension plus profonde, presque mystique, de la relation. La connexion à l'autre repose sur un équilibre énergétique subtil. Elle s'inscrit dans la notion d'égrégore, un concept qui décrit une entité collective formée par les pensées, les émotions et les intentions partagées par les partenaires. Cet égrégore se nourrit des échanges authentiques, des expériences communes et des moments intimes, créant un champ d'énergie unique qui renforce le lien amoureux. Chaque interaction, chaque regard, chaque sourire, chaque geste contribue à tisser une toile invisible mais puissante, reliant les deux individus par un lien qui va au-delà de la simple communication verbale ou physique. Cette toile crée une sorte de résonance mutuelle où les partenaires vibrent à l'unisson dans leur complicité et leur amour. Cette connexion se manifeste souvent par des moments de silence partagé, où la présence de l'autre est ressentie de manière tangible. Le silence devient à la fois un espace de compréhension mutuelle, un terrain fertile par une proximité émotionnelle profonde. Il permet aux partenaires d'être ensemble sans avoir besoin de se le dire. Avec le temps, cette connexion peut s'intensifier à mesure que l'autre devient un élément indissociable de sa propre réalité, de sa propre expérience de vie. La relation devient un écosystème dans lequel chacun influence et nourrit l'autre,
et où cette connexion, loin d'être dépendante des échanges physiques et verbaux, persiste même dans l'absence. Souvent, cette connexion perdure même après la disparition de l'un des partenaires, laissant une empreinte durable dans la vie de l'autre. Tout comme le cœur et la complicité, la connexion peut aussi suivre de grandes tendances dans la relation. Elle peut se renforcer au fil du temps, à mesure que les partenaires construisent leur relation sur des bases solides d'authenticité, d'écoute, de soutien et de bienveillance. A l'inverse, elle peut s'étioler lorsque les individualités prennent le dessus de la relation. Les désaccords non résolus, les frustrations accumulées, les besoins non nourris et les ressentiments peuvent créer une distance qui finit par affaiblir cette connexion. Cultiver cette connexion demande donc une attention consciente, un engagement à entretenir et à nourrir ce lien subtil à travers des moments de qualité, de la présence authentique et une volonté de soutenir l'autre dans son individualité tout en préservant l'unité de son couple. Voici 3 questions à partager pour nourrir et explorer ce lien de connexion entre vous. Quels sont les moments où nous nous sommes sentis connectés à un niveau plus profond même sans parler? Et qu'est-ce qui a favorisé cette connexion? Comment nous ressentons notre lien lorsque nous sommes séparés physiquement? Quelles émotions ou pensées nous permettent de maintenir ce lien à distance? Quelle action ou rituel pourrions-nous mettre en place pour renforcer cette connexion émotionnelle? Dans tout ce que je viens d'évoquer, peut-être que le sentiment d'être connecté à l'autre, la connexion à l'autre, est certainement le sujet le plus subtil, qui peut donner vraiment une dimension spirituelle à la relation. Vous voyez, on n'est pas fait que de chair et de sang, on est vraiment des êtres de vibration. Et le lien spirituel se construit justement dans ces vibrations, les vibrations que l'on a toi et moi, et qui nous font à un moment donné ressentir la présence de l'autre, même s'il n'est pas présent, même s'il n'est pas à côté. Et donc, cultiver cette sensation d'être connecté à l'autre est quelque chose de très intéressant parce que ça nous permet vraiment de mesurer comment on ressent l'autre dans quelque chose qui n'est vraiment pas du tout intellectuel ou rationnel. C'est voilà, comment je te ressens moi dans ma vie? Quand je suis au travail, est-ce que tu es comme ça, hein, toujours un peu présent ou présente en filigrane? C'est comment te retrouver le soir, c'est comment l'idée de t'avoir près de moi. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes là à côté de moi? Qu'est-ce qui s'anime à l'intérieur de moi? Vous voyez, c'est quelque chose qui dépasse réellement l'affirmation d'un amour ou même la complicité. C'est vraiment comment je te ressens, comment je ressens ton être à travers mon propre être. Et c'est très très beau à vivre quand c'est fait en conscience. Bien, terminons sur la dernière valeur, la confiance. Vous voyez, la croyance dans la fiabilité, la loyauté et l'intégrité de l'autre est souvent acquise dès le début de la relation amoureuse. Influencée par des facteurs culturels, personnels et surtout par le désir d'y croire, la confiance se donne spontanément. D'ailleurs, elle est nécessaire pour que chaque conjoint puisse se sentir en sécurité au sein de la relation et donc de s'y projeter. Cette confiance initiale se fonde sur un certain optimisme, l'envie d'un avenir en commun et l'idée que l'autre saura respecter l'engagement affectif et le pacte du couple. Cependant, l'inverse peut aussi se produire. Dans certains cas, comme ceux où la jalousie s'installe rapidement, la confiance n'est pas intégrée dès le départ et dans ces conditions, la relation a du mal à être assimilée par les conjoints. Cela peut s'expliquer par des blessures antérieures, une enfance difficile, des trahisons passées, rendant ainsi difficile l'établissement d'une confiance stable dans la nouvelle relation. Dans cette vidéo, je ne vais pas approfondir le thème de la jalousie, qui fera l'objet d'une exploration spécifique dans une vidéo à part entière. Revenons au thème de la confiance en général. Lorsque celle-ci est présente dès le début de la relation, elle procure au partenaire un sentiment de sécurité affective. Cette sécurité permet d'envisager la relation dans une dimension de plus long terme, où l'engagement, le respect mutuel et la loyauté constituent les fondements d'une construction commune. Cependant, en thérapie de couple, nous constatons souvent que la confiance est la valeur fondatrice la plus fréquemment mise à l'épreuve.
des actes de trahison conjugale, des mensonges, des non-dits, ou encore des comportements perçus comme une violation de l'engagement tacite initial peuvent totalement éroder cette confiance. Et lorsqu'elle disparaît, elle laisse place à une profonde insécurité relationnelle, où l'un ou les deux partenaires ne se sentent plus protégés dans leur relation. Par expérience de la thérapie, lorsque la confiance est brisée, il est extrêmement difficile de la rétablir. J'y reviendrai juste après. Cela demande du temps et des ajustements de la manière d'être en relation avec l'autre au sein du couple. La relation doit être repensée et reconstruite sur des bases plus solides où la transparence, l'authenticité, l'honnêteté et surtout la volonté de regagner l'autre sont indispensables. Et même alors, les blessures engendrées par la trahison ou la perte de confiance laissent souvent des traces profondes et indélébiles. Ces cicatrices, bien que partiellement guéries, peuvent rester sensibles pendant des années. Et d'ailleurs, le chemin vers la réconciliation est souvent long et ne garantit pas toujours une récupération complète du lien de confiance. En somme, la perte de confiance est peut-être la plus difficile des valeurs à surmonter dans un couple. Elle affecte non seulement la relation de manière directe, mais elle influence également les trois autres valeurs essentielles, le cœur, la complicité et le sentiment de connexion. Lorsqu'un doute constant et une méfiance s'installent, il devient compliqué de ressentir un amour profond et spontané, de partager des moments de légèreté et de proximité, ou encore de maintenir cette connexion subtile et presque spirituelle qui unit les deux êtres. Voici 3 questions à partager pour réfléchir ensemble sur le thème de la confiance. Quels moments ou expériences dans notre relation ont renforcé ou fragilisé la confiance que nous avons l'un envers l'autre ? Comment pouvons-nous créer un environnement dans notre relation où la transparence, l'authenticité et la sécurité émotionnelle sont au centre ? Quelle action ou comportement de ma part te permettent de te sentir davantage en confiance dans notre relation ? Et comment puis-je améliorer cela ? Bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parlons de la confiance. Parce que, vous voyez, la confiance, c'est vraiment peut-être la valeur première et principale qui se détruit au fil des complications que l'on vit ensemble, au fil peut-être des trahisons, des mésententes, des incompréhensions. Et sans confiance, il est extrêmement difficile de pouvoir vivre d'une manière apaisée dans la durée. Alors bien sûr, un des thèmes que je rencontre moi au sein du cabinet, c'est la trahison, c'est l'acte d'infidélité. Et vous voyez, quand un couple arrive à vivre ça, c'est extrêmement compliqué après pour pouvoir revenir à la relation. Et bien sûr, au-delà des aspects de l'ego qui est touché, et puis aussi de l'attachement qui est touché, c'est comment on renoue à la confiance. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse demain s'apaiser par rapport à ce qu'on a vécu, toi et moi, lors de ce tragique événement. Pour ma part, vous voyez, la solution, elle ne tient pas d'un choix intellectuel. Autant la confiance peut être donnée spontanément à l'autre en début de relation, autant quand elle est mise à mal, il est très difficile de se dire intellectuellement « bon ok, je choisis d'avoir confiance en la personne à nouveau ». Et donc la solution pour justement renouer à la confiance, c'est justement de transformer la relation. Si la relation reste la même avant l'événement ou après l'événement qu'elle l'était avant l'événement, il n'y a aucune raison pour que la confiance revienne. Même s'il y a des promesses, même s'il y a de la communication, bref, toujours est-il que c'est à partir d'un changement profond de la relation et aussi du temps que la confiance peut peu à peu se reconstruire. Et vous voyez, au sein du cabinet, j'entends toujours trop de messages ou de propos du style « ça y est, c'est terminé, fais-moi confiance, j'ai changé, je ne suis plus le même ou je ne suis plus la même ». Non, ça ne marche pas comme ça. Quand véritablement la confiance a été cassée par rapport à un acte de trahison, c'est
difficile de pouvoir renouer avec, et ce n'est au prix que vraiment d'une restructuration de la relation de couple et aussi du temps. Le temps est un ami pour ce sujet-là. Bien, cette vidéo sur les 5 valeurs fondatrices du couple est maintenant terminée. La prochaine fois, nous parlerons de l'éthique du couple. Et vous voyez, c'est le pendant à cette vidéo. Cette fois-ci, on va parler de choix, de décision. Parce que quand on se met en couple, eh bien, il y a un certain nombre de choses à incarner. Il y a un état d'esprit à avoir. Est-ce que je décide de me mettre en relation avec toi tout en essayant de te cacher des choses, ou au contraire, je veux vraiment être authentique avec toi? Est-ce que je veux me responsabiliser par rapport à notre lien ou pas tout à fait? Comment je me situe dans des valeurs comme l'authenticité, comme le respect de l'autre, comme l'honnêteté tout simplement? Et tout ça vient du domaine de la décision. C'est vraiment, pour le coup, un état d'esprit. Bien, en attendant cette prochaine vidéo, pour ma part, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de prendre soin de votre relation.